je suis Antoine Devos, je suis le fondateur de Mycéna, qui est spécialisé dans la publicité conversationnelle. Alors, je ne sais pas si la publicité conversationnelle, ça vous dit quelque chose, mais l'idée part de l'engagement et du fait d'impliquer l'utilisateur le plus possible dans une conversation, qui est une conversation non pas avec quelqu'un, mais avec une marque. Et donc c'est ça qui nous a intéressés quand on s'est penché sur ce sujet il y a à peu près 3 ans et qu'on a lancé notre activité il y a 2 ans. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ces 15 dernières années? Il s'est passé plein de choses. Les réseaux sociaux sont apparus, ont explosé et capté une énorme partie de la valeur publicitaire. Il y a 2 raisons pour lesquelles ils ont capté une très grosse partie de cette valeur publicitaire. La première, c'est qu'ils ont développé une audience monumentale avec une granularité de données qui est phénoménale. On parle de milliards de personnes et de millions de touchpoints par individu. Et ils ont aussi développé quelque chose qui est peut-être moins connu ou en tout cas moins visible, qui sont des formats spécifiques. Et qui sont des formats qui sont totalement adaptés à leur mode de fonctionnement. Et donc ces formats permettent de générer des revenus publicitaires qui sont beaucoup plus élevés que ce qu'on peut trouver par ailleurs dans l'open web chez des éditeurs classiques. Donc, nous, ce qui nous a intéressé, c'est au-delà de la granularité de la data, parce que c'est très difficile de recomposer un environnement de data comme celle des réseaux sociaux, puisqu'il faut avoir des milliards et des milliards de personnes. On s'est focalisé sur les formats pour essayer de travailler cet aspect et permettre aux éditeurs de l'open web d'avoir aussi accès à ces formats qui sont des formats qui génèrent de l'engagement. Alors, concrètement, comment ça fonctionne? Nous, on est une interface qui est implémentée chez les éditeurs et on est connecté aussi, comme Edouard le disait précédemment, à ce qu'on appelle le programmatique, qui nous permet, à travers des SSP, d'obtenir de la publicité qui arrive en flux et qui est globale. C'est-à-dire qu'on peut poser notre interface n'importe où, sur n'importe quel éditeur, dans n'importe quel pays dans le monde, et on aura immédiatement de la publicité qui sera apportée par ces SSP. Ces SSP étant eux-mêmes connectés à des DSP, donc à des agences qui alimentent avec de la publicité ces flux. Donc nous, Mycéna a été lancé en 2000, le produit a été lancé en 2020, on a maintenant plus de 300 éditeurs, donc une croissance qui est très forte. Et on commence aussi à se développer dans un certain nombre de pays au-delà de la France, puisqu'il y a évidemment des marchés qui sont très importants aux États-Unis et ailleurs en Europe. Alors c'est bien beau, mais comment ça fonctionne et de quoi parle-t-on? C'est une petite pastille qui apparaît sur l'écran de l'utilisateur avec une petite bulle de texte et qui ressemble à une notification quand vous avez notamment un téléphone Android. Vous avez quelqu'un qui vous envoie un message sur une messagerie de type Messenger ou WhatsApp. Et bien vous allez avoir la photo de cette personne qui va apparaître sur votre écran et avec le début du texte du message qu'elle vous envoie. Et donc du coup, c'est la façon de commencer une conversation. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on reçoit une alerte de cette nature, on s'attend derrière, en cliquant sur cette pastille, à engager la conversation avec la personne qui vous a envoyé ce message. Et donc le principe est le même. Il est adapté évidemment à la publicité. Donc là, vous avez une interface qui est une interface shopping, dans laquelle, qui est basée sur des flux de retargeting, donc qui sont des produits sur lesquels vous êtes déjà allé chez des sites de e-commerce. Je pense que vous avez dû en voir plein en cette période de Black Friday qui vient de s'écouler et cette période de Noël. Et donc ce sont des produits que vous êtes allés regarder et qui vous sont présentés sous forme d'une alerte. Et si ça vous intéresse, vous cliquez, vous ouvrez le format qui est à droite et qui est un format dans lequel vous allez avoir une interaction avec cette publicité. Donc en fait, plutôt que d'avoir des bannières qui sont disséminées un peu partout sur le site de l'éditeur, la logique est différente puisque vous avez une petite alerte
qui prend peu d'espace sur votre écran, mais qui est un signal pour vous proposer d'engager la conversation. Et quand vous allez toucher cette petite pastille, au lieu d'être redirigé systématiquement vers le site, vous allez ouvrir une petite interface conversationnelle, qu'on appelle conversationnelle, mais dans laquelle vous allez pouvoir interagir. Et vous allez pouvoir choisir soit de supprimer le produit s'il ne vous intéresse pas, soit au contraire d'y aller, de cliquer et d'y aller. Et en fait, ce qui est très intéressant sur mobile, c'est que le principal problème de la publicité sur mobile, enfin l'un des principaux problèmes de la publicité sur mobile, c'est ce qu'on appelle le fat finger. C'est-à-dire que je suis redirigé par inadvertance vers un site vers lequel je n'ai pas souhaité aller. Et notamment dans la publicité, on estime que ça représente entre 30 et 40% du trafic qui vient du fat finger, donc qui n'est pas souhaité. Donc du coup, les annonceurs se retrouvent avec du trafic qui n'est pas souhaité ou qui crée un sentiment de frustration chez l'utilisateur, qui se dit j'ai cliqué par inadvertance et donc je me retrouve sur ce site alors que je ne voulais pas. L'intérêt de cette interface, c'est que vous ouvrez une fenêtre qui vous permet de qualifier beaucoup mieux l'utilisateur et donc d'éviter le clic de fat finger. Et donc, quand vous allez cliquer à partir de cette page, eh bien votre intérêt pour le produit en question, il est évidemment beaucoup plus important que si vous cliquez par inadvertance sur une petite bannière. Donc l'idée, et c'est ça qui est très intéressant dans ce qu'ont fait les réseaux sociaux, c'est qu'ils ont réussi à optimiser la taille de l'écran et le nombre de pixels qu'ils utilisent pour pouvoir générer des interactions avec les utilisateurs qui sont des interactions qui sont engageantes. Et en fait, la démarche dans laquelle on s'inscrit, c'est justement de faire une publicité qui est basée sur un engagement qui est bien meilleur que sur des formats classiques, et en particulier sur mobile, puisqu'évidemment sur desktop c'est beaucoup plus simple, mais en particulier sur mobile, où on passe notre temps à toucher notre écran, et on passe notre temps à être redirigé vers des choses qui ne nous intéressent pas. Alors ça, c'est un exemple de format adapté au shopping. Il y a aussi la possibilité d'avoir une communication qui est beaucoup plus institutionnelle, avec beaucoup plus de branding, qui était un sujet qui a été abordé ce matin, et dans laquelle les annonceurs vont promouvoir une image, un produit, une campagne. Chez Carrefour, en ce moment, il y a plein de campagnes différentes que vous voyez sûrement sur vos écrans. Et de la même façon, on retraite à la volée les informations qui sont envoyées par les SSP, et ce qui nous permet de les présenter d'une manière beaucoup plus conversationnelle, beaucoup plus engageante aux utilisateurs. Et donc là, ça ressemble par exemple à un format de type post qu'on peut retrouver sur Instagram, ou en tout cas qui, dans l'esprit, s'inspire de ce type d'approche. Et de la même façon, on crée une étape intermédiaire entre le clic et la redirection pour s'assurer que le consommateur a réellement envie d'être redirigé et qu'il est réellement intéressé par ce qu'on lui présente. Donc l'objectif initial de cette approche, c'est de sélectionner les utilisateurs et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de trafic de fat finger qui soit redirigé vers les sites des annonceurs. Pour les éditeurs, l'objectif est différent. Les éditeurs sont intéressés, donc les médias sont intéressés par générer du revenu, mais en utilisant le moins d'espace possible et le moins de gêne possible. La boucle de texte qui apparaît à côté de la petite pastille, elle disparaît au bout de 5 secondes. Et ce qui fait que l'empreinte qui est laissée sur le site quand la bulle de texte a disparu est en fait extrêmement faible et extrêmement petite. Et donc on a juste cette petite pastille qui reste sur le site et qui occupe très peu d'espace. Donc ça, c'est un exemple. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui sont fans de MMA, mais c'est un exemple sur un site qui s'appelle ActuMMA. Il y a un autre point aussi qui est intéressant, c'est que de nombreux sites se sont mis à faire des pages AMP, des pages AMP, qui est un format qui a été poussé par Google à un moment donné, et qui fait que par exemple quand vous faites une recherche d'un article sur Google et que vous voyez les premiers articles qui apparaissent, si vous cliquez directement à l'intérieur de Google, donc de votre moteur de recherche pour être redirigé sur cet article, en fait vous êtes redirigé sur une page
page qui est une page AMP qui a été optimisée et qui est une page Google en fait, qui a été optimisée pour le compte du site. Vous n'êtes pas redirigé réellement vers une page du site. Et c'est un format qui occupe beaucoup de volume et sur lequel beaucoup d'éditeurs ont déployé beaucoup de pages de façon à simplifier la navigation. Quand on est sur une page AMP, il y a un certain nombre de contraintes qui font que la page s'affiche beaucoup plus rapidement et donc ça permet à l'utilisateur d'avoir une expérience qui est améliorée et qui est plus rapide par rapport à une page classique. Donc ce format, cette pastille, cette expérience, elle fonctionne aussi sur les pages AMP et dans le cadre des contraintes qui sont les contraintes d'AMP qui sont demandées par Google. D'ailleurs, vous voyez que quand vous avez cliqué, vous avez toujours google.com en haut. Vous avez votre site qui s'affiche closermac.fr, mais il est à l'intérieur de l'environnement Google. Donc les pages AMP, c'est ça, c'est milliards de pages qu'on utilise parfois même sans s'en rendre compte et qui nous permettent d'accéder plus rapidement au contenu. Et donc nous sommes compatibles avec ces pages AMP. Dernier point qui est aussi intéressant puisqu'il suit l'évolution de la publicité actuelle sur le digital, c'est-à-dire avec de plus en plus de vidéos. Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que les publicités vidéo génèrent des revenus qui sont plus importants que les publicités display classiques. Et donc, du coup, forcément, pour les éditeurs, c'est des sources de revenus qui sont complémentaires et qui sont particulièrement intéressantes. Donc, nous sommes aussi connectés donc, à des SSP qui nous alimentent avec de la vidéo, avec des publicités de branding en vidéo, qui apparaissent sous cette forme. Donc, vous avez un petit player qui se lance ici, à côté d'une petite pastille qui indique que c'est évidemment une vidéo, toujours sur ce principe d'alerte. Et quand on va cliquer, toucher l'environnement, à ce moment-là, on va ouvrir une page dans laquelle on va avoir la vidéo qui sera en haut. Et un petit peu sur le principe de ce qui existe aussi sur les réseaux sociaux et sur lesquels, quand c'est possible, on a l'URL du site qui apparaît en dessous et qui permet d'être directement dans l'environnement de l'annonceur. C'est-à-dire que vous avez à la fois la vidéo et l'environnement de l'annonceur. Et quand on fait back ou quand on arrive à la fin, eh bien évidemment cette page disparaît et on revient sur le contenu de l'éditeur. Donc ce qui est intéressant dans ce cadre, c'est que de la même façon, c'est comme si on recevait un message vidéo quelque part. Et du coup, quand on voit cette alerte arriver sur son écran, si on est intéressé, on clique, et si on n'est pas intéressé, on peut évidemment la supprimer. Il y a une petite croix qui permet de supprimer toutes les pastilles, puisque si c'est une contrainte, et bien à ce moment-là, il vaut mieux que l'utilisateur puisse l'enlever. Alors, donc ça, c'est quelques exemples des différentes applications de ce format. On a aussi la possibilité pour le compte d'annonceurs qui sont par exemple en recherche de leads, donc dans l'univers du travel, dans l'univers du voyage, de faire des petits questionnaires. Vous avez la pastille Center Park qui apparaît, vous cliquez, vous ouvrez l'écran qui est ici, vous avez un petit chatbot qui se lance. Et dans ce chatbot, on va vous poser un certain nombre de questions de manière très dynamique et très rapide, et qui vont permettre de qualifier l'utilisateur et par exemple de collecter son adresse email et de lui demander son adresse email si on veut derrière lui proposer une offre qui correspond à ce qu'il vient de regarder. Donc c'est extrêmement souple, extrêmement facile à utiliser, et surtout avec des possibilités qui sont très diverses et variées. Ça, c'est une opération qu'on avait fait avec la Fondation de France dans le cadre de toute la campagne qui a été faite l'année dernière au moment des confinements. Et l'idée était d'aider la recherche, mais aussi d'aider les personnes qui étaient en difficulté pendant cette période très compliquée. Et donc on avait mis à disposition de la Fondation de France nos espaces publicitaires de façon à faire de la collecte de dons. Et de la même façon, on avait un appel à dons qui était extrêmement simple. C'est difficile d'attraper. En fait, sur une campagne comme ça, c'est pas facile d'attraper l'œil du consommateur en lui disant de faire un don. Et donc du coup, l'idée de l'alerte, c'est que ça lui envoie un premier message, il ouvre, et à ce moment-là, il comprend tout de suite que c'est pour faire un don, il clique et il est redirigé sur le site de la Fondation de France.
Et ce dispositif a permis de collecter plusieurs dizaines de milliers d'euros de dons pour le compte de la Fondation de France l'année dernière. Alors c'est vrai qu'on était dans une période qui était propice, puisqu'on était en confinement, mais ça avait été un dispositif qui avait été très dynamique. Donc voilà ce qu'on pouvait dire en quelques mots sur cette approche conversationnelle, qui est quelque chose qui n'existe pas ailleurs. On a lancé donc notre produit en début 2020, au meilleur moment, juste avant le confinement. On est présent maintenant chez à peu près 300 sites, que ce soit en France, mais aussi au UK, en Allemagne et en Espagne. On est en train de lancer aussi aux États-Unis. Et donc, c'est quelque chose qui est en train de démarrer, qui connaît un démarrage assez fulgurant. Dernier point, si je suis annonceur, pourquoi est-ce que je vais utiliser ce format ? Eh bien parce que les KPIs d'engagement qu'on a sont beaucoup plus importants que des affichages publicitaires qu'on a traditionnellement dans le display. On a des taux d'ouverture de la pastille qui varient entre 5 et 10%. D'accord ? Donc pour ce tout petit espace, il y a 5 à 10% des gens qui vont ouvrir l'écran intermédiaire. Et à l'intérieur de cet écran intermédiaire, il y a à peu près 10% des gens qui vont cliquer et qui vont être redirigés sur le site de l'annonceur. Donc ça veut dire que ce petit format, cette toute petite pastille qui apparaît sur vos écrans, elle a un impact qui est largement supérieur à tous les autres formats qu'on peut voir par ailleurs sur les sites des éditeurs. Donc en tant qu'annonceur, ça c'est quelque chose qui m'intéresse parce que je génère du trafic qui est du trafic engagé sur mon site. Donc ça, on voit l'intérêt. Et l'autre point, c'est quand on est un éditeur, quand on est un média, pourquoi est-ce qu'on va rajouter cette petite pastille sur son site ? Eh bien parce que ça rapporte de l'argent et que ça génère des revenus qui sont significatifs. Pour vous donner un ordre de grandeur, les revenus moyens, le CPM moyen qu'on génère avec l'affichage, uniquement l'affichage de la pastille, d'accord, est de l'ordre de 1 euro. Donc ça veut dire que c'est 1 euro pour 1000 affichages. Et de la même façon, c'est aussi largement supérieur à d'innombrables bannières qui sont mises sur le site. Donc cette petite pastille, elle génère beaucoup plus d'engagement chez les visiteurs d'un site, donc qui interagissent avec ce petit format. Mais de la même façon, parce qu'elle génère aussi beaucoup plus d'engagement, eh bien, elle génère des revenus qui, rapportés à sa taille, sont très largement supérieurs à tout ce qui peut exister par ailleurs. Donc c'est ça qui est intéressant dans cette approche, qui est une approche très dynamique de la publicité et engageante de la publicité, c'est qu'on va se concentrer sur le comportement de l'utilisateur quand il va voir cette petite pastille, et cette petite pastille va générer chez lui un usage qui est beaucoup plus, fort que sur des formats classiques. Alors évidemment, il y a une raison aussi à ça, c'est que maintenant, ces petites pastilles, ces petites alertes, elles sont rentrées dans nos vies. Elles sont rentrées dans nos vies parce que quand j'ai un téléphone Android et que quelqu'un m'envoie un message, bien j'ai des alertes qui apparaissent sur mon téléphone. Quand j'ai des messages qui sont dans des applications, de la même façon, j'ai des alertes aussi. Et donc j'ai l'habitude de fonctionner à ces alertes, et ces alertes, elles sont familières. Et donc du coup, l'intérêt, c'est que si je suis un site éditeur, par exemple, et que je suis en train de consulter, j'en sais rien, le journal L'Équipe sur mon téléphone, si j'ai une notification ou une alerte d'une autre application pendant ce temps-là, elle arrive au-dessus de l'écran que je suis en train de lire, au-dessus du contenu que je suis en train de lire sur le site de L'Équipe. Et L'Équipe, moi je suis lecteur de L'Équipe, je suis dérangé dans ma navigation, mais finalement L'Équipe n'en tire aucun bénéfice. Et donc l'idée, c'est de remettre pour l'éditeur, de lui proposer de bénéficier de ce principe d'alerte, mais d'en capter les revenus. Et de faire en sorte que ces revenus n'aillent pas ailleurs et n'aillent pas à quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Parce que l'utilisateur, il est à ce moment-là dans une expérience avec l'éditeur et il est en train de consulter le site de l'éditeur. Donc voilà ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle la publicité conversationnelle.
on en est encore au début. Il y a beaucoup d'innovation qui est en train d'être préparée et qui va aussi sortir sur des aspects un petit peu différents. Mais c'est quelque chose qui oui, est en train de se développer. On a à peu près 300 éditeurs maintenant chez lesquels on est implémenté. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette approche, ce format? Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Est-ce que... Oui. Alors, il est 95% mobile. On a aussi un format desktop qui est en bas à droite de l'écran, et au lieu d'avoir la petite alerte, juste la petite alerte avec le texte, on a une image qui se rajoute aussi parce qu'on a un peu plus d'espace. Mais il est d'abord mobile parce que le principe d'alerte est un principe qui est mobile, qu'on a sur nos téléphones. Deuxièmement, l'audience des éditeurs a basculé massivement sur mobile. Donc maintenant, les partenaires avec lesquels on travaille ont 80% de leurs audiences qui sont mobiles. Donc c'est là que se situent les gros enjeux. Et aussi parce que cette petite pastille qui apparaît sur l'écran, elle est extrêmement adaptée à l'environnement mobile. Les alertes d'application de messaging qu'on a nous sont des alertes qui arrivent sur nos mobiles. Et on est tout le temps tous sur nos mobiles. Et donc du coup, c'est un format qui est initialement pensé pour le mobile. Il n'est pas que mobile, mais vraiment à 95%, il est pensé pour le mobile. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui ? C'est-à-dire ? Oui, alors, idéalement, moi j'aimerais beaucoup. La seule chose, c'est que les réseaux sociaux sont quand même d'une manière générale des walled gardens, donc sur lesquels il est très difficile, voire impossible de rentrer. Donc du coup, l'idée de départ, c'était plutôt de permettre aux éditeurs de l'open web de bénéficier de formats dont l'engagement est meilleur, qui sont très fortement inspirés par les réseaux sociaux, et de pouvoir les déployer justement chez ces éditeurs qui, eux, sont pas capables de faire la même chose que ce que font les réseaux sociaux parce qu'ils n'en ont pas la capacité technique et en même temps si chacun commence à faire ses propres formats ça va devenir compliqué. Donc les réseaux sociaux l'ont fait parce que quelque part c'est comme ça qu'ils ont structuré leur offre publicitaire et donc ils ont fait eux-mêmes leur propre format. Donc c'est honnêtement moi j'aimerais beaucoup qu'on soit présent chez Facebook mais j'y crois pas beaucoup quoi. C'est plutôt pour les éditeurs de l'open web et c'est plutôt un moyen complémentaire d'avoir des revenus auxquels ils n'ont pas accès. Parce que si je suis annonceur et que je fais une campagne sur Facebook, si je veux la déployer ailleurs que sur Facebook, c'est pas le même format. Tandis que l'objectif, l'idée là, est d'utiliser ce qu'ils font sur les réseaux sociaux et de le déployer sur les éditeurs de l'open web, ce qui permet aux éditeurs médias de récupérer les revenus qui sont issus de ces campagnes publicitaires et qui, au lieu d'aller exclusivement sur Facebook, peuvent aussi revenir chez eux grâce à cette approche. D'accord, parce que finalement, les formats sont les mêmes que ceux qu'on trouve sur Insta. Ils sont très proches de ceux qu'on trouve sur Insta. Et donc, pour un annonceur, c'est finalement beaucoup plus simple de le décliner sur l'open web en prenant la même stack et d'avoir le même format. Sinon, ils sont obligés de repenser complètement ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, qui est quelque chose à part, pour pouvoir le déployer sur l'open web. C'est pas les mêmes approches, c'est pas la même façon de fonctionner. Et donc l'idée aussi, c'est de leur permettre de le faire pour les éditeurs médias et de permettre aux médias de récupérer des euros qui sont en fait à l'origine dédiés sur les réseaux sociaux. Et de dire, bah oui, vous avez cette campagne qui tourne sur Facebook, on peut vous la déployer sur tout notre réseau d'éditeurs médias qui ne sont pas Facebook. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois que tout le monde a peut-être faim, puisque ça va être bientôt l'heure du déjeuner.
En fait, si vous voulez, ça, ce sont des formats qu'on retrouve chez Facebook et chez Instagram. D'accord, c'est cette façon de se présenter, les annonceurs l'utilisent déjà chez Facebook et chez Instagram, entre autres. Mais ils ne l'utilisent pas de cette façon chez des médias qui sont des médias classiques. Et donc, avec ce format qui est présent sur les sites médias qui sont nos partenaires, eh bien, ça leur permet de déployer la campagne qu'ils ont faite pour Facebook ou pour Instagram et de la déployer aussi chez les autres éditeurs, chez les médias qui sont les médias classiques. En fait, on va récupérer toute la partie créa qui est faite chez l'annonceur et pour pouvoir la déployer sur notre format en la réutilisant. Mais cette fois-ci, au lieu que ce soit dans l'univers Facebook, ça sera sur les univers de médias. Ça répond à votre question ? Non, c'est pas... Exactement, c'est l'idée. Oui, c'est que ce soit utilisé à la fois sur Facebook, mais ça c'est Facebook, mais que ce qui a été créé puisse être aussi utilisé sur d'autres médias. C'est aussi une des idées directrices de notre approche. Ok, ben, merci beaucoup et bon déjeuner.